Bon, live, deuxième essai. Alors, le problème, c'est que le premier live, apparemment, n'a pas fonctionné. Donc, je disais, bon, live, deuxième essai. Alors, du coup, je vais attendre que des personnes puissent revenir se connecter. Apparemment, tout le monde me disait que... Il y en avait qui me disaient que vous n'entendiez pas. Donc, je voulais juste savoir si là, c'est bon. Si là, maintenant, vous pouvez entendre. Alors, déjà, je vais attendre que des personnes que vous vous connectiez. C'est les joies du direct, comme on dit en tous les cas, la joie du live en quelque sorte. Donc n'hésitez pas à me dire, à m'écrire si maintenant, cette fois-ci, vous m'entendez, si le son est bon. J'avais essayé du coup de mettre le micro savate ou cravate, micro cravate, pour voir si ça pouvait fonctionner et pour que le son soit meilleur que la dernière fois. Mais là, en l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, Caroline, tu me dis que oui, coucou, bonjour Caroline. Bonjour Youssef. Le son est nickel, super. Bon, ben, on va rester comme ça. Et puis du coup, voilà. Donc, comme je disais, ce sera certainement un des... voilà, je suis en train d'essayer de mettre en place une autre dynamique de live parce que j'ai de plus en plus de mal avec Facebook sur beaucoup de choses, sur le fait qu'il filtre vraiment ce qu'il a envie de montrer. Et du coup, quelque part, j'avais préparé beaucoup de choses pour ce début d'année avec beaucoup de vidéos. Et en fait, j'ai appris récemment que si vous êtes abonné à ma page, mais que vous n'avez pas coché la petite case qui dit que vous voulez voir toutes les publications de cette page, ben, vous ne recevez quasiment rien. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que j'ai eu beaucoup de messages personnels de personnes qui me disaient je ne comprends pas, je ne reçois plus rien. Tu nous avais prévenu qu'il y aurait pas mal de vidéos sur pas mal de thèmes. Et en l'occurrence, il s'avère qu'en faisant des recherches et en contactant d'autres personnes, on m'a dit qu'effectivement, si on ne coche pas la petite case de je veux recevoir toutes les publications de cette page, et ben vous ne voyez rien. Donc effectivement, les vidéos que je fais, les vidéos, les petits exercices que je donne, etc., il y a beaucoup de choses qui sont noyées dans tout ce que Facebook décide de montrer. Donc voilà, l'idée c'est, je trouve ça très bien parce que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, donc je vais rester un peu sur Facebook, mais je vais beaucoup plus me concentrer sur la newsletter que j'ai mis en place, donc qui est reliée au blog. Donc je vous mettrai en lien dans cette vidéo pour un lien si vous voulez vous abonner. Et je vais peut-être mettre en place beaucoup plus de webinars ou de façon en fait de rentrer, de pouvoir communiquer avec vous mais indépendamment de Facebook, avec des horaires et vous pourrez vous abonner ou du coup choisir si vous souhaitez y venir ou pas. Et comme ça, ce sera peut-être un peu plus professionnel aussi déjà, et puis ça sera plus marqué dans le sens où on aura plus d'espace pour parler ensemble et ce sera plus orienté sur des sujets définis. Et dans le même temps, j'en profite pour vous dire que j'ai dans l'idée de mettre en place des accompagnements de groupe. Vous savez que j'ai vraiment à cœur de créer cette communauté que j'ai mise en place depuis des années, que je suis avec le blog, à travers le groupe Facebook Bien vivre avec sa maladie que j'aime tellement. Donc voilà, de pouvoir mettre en place des accompagnements de groupe. Donc il y aurait des webinars que je continue à faire là, comme ça, qui seraient gratuits. Puis après, vraiment des accompagnements sur plusieurs mois avec des petits exercices vraiment ciblés sur des thèmes particuliers que je suis en train de créer, où il y aurait, on se retrouverait comme ça, mais enfin plutôt en visio avec toutes les personnes qui le souhaitent, pour pouvoir créer en fait un accompagnement et une cohésion de groupe. Je vous en parlerai plus par la suite, j'en parlerai surtout dans la newsletter, donc je vous invite vraiment à vous abonner sur la newsletter pour pouvoir avoir le plus d'informations et je suis en train de mettre ça en place. Le premier qui me vient à l'idée, c'est comment se reconnecter à son corps et surtout pouvoir s'apaiser et avoir vraiment tous les outils pour s'apaiser quand on est dans des moments d'anxiété, de stress et qui viennent influer sur notre vie quotidienne, sur notre alimentation et surtout sur notre sommeil. Et j'ai plein d'outils en fait à mettre en place, mais ça doit se faire sur un accompagnement sur du long terme. Alors je le fais beaucoup en individuel, mais ce que je trouve un petit peu triste dans l'individuel, enfin je trouve ça très bien parce que c'est très ciblé sur la personne et que l'accompagnement est entièrement dédié à la personne, mais la dynamique de groupe est très porteuse aussi, donc j'aime bien pouvoir travailler sur ces deux plans. J'y reviendrai par la suite.
dans plus de détails. Mais en attendant, n'hésitez pas à revenir vers moi dans des mails privés si vous êtes intéressé et pour qu'on puisse éventuellement discuter de la meilleure manière aussi pour que ça puisse être le plus adapté pour vous. Il y a ce que moi je connais, mes connaissances et ce que je peux vous offrir, mais il y a aussi ce qui m'intéresse vraiment, c'est de comprendre vos besoins et ce que vous avez vraiment besoin d'avoir. Sur ce petit aparté, on va commencer le live qui était sur le sujet de comment communiquer autour de sa maladie et surtout, parfois, enfin que ce soit suite à l'annonce d'une maladie, mais comment ça se passe au niveau de la communication, comment parler de sa maladie. Et effectivement, en fait, au fur et à mesure, de par mon expérience à travers le blog, à travers les réseaux sociaux, toutes les rencontres que j'ai faites, les personnes qui sont sur le groupe que j'avais rencontrées aussi en réel, et aujourd'hui, maintenant, en étant installée en tant que thérapeute et sophrologue, où effectivement, j'accompagne des personnes qui sont touchées par une maladie et qui sont dans cette demande de pouvoir mieux se faire comprendre par leur entourage, je me rends compte qu'il y a vraiment deux types de personnes que ce soit suite au diagnostic ou quelque chose qui s'étale après dans le temps. Et ça m'intéresserait beaucoup, en fait, du coup, n'hésitez pas à me dire là où vous vous reconnaissez, parce que c'est intéressant de pouvoir échanger, puis en fonction de ce que vous allez me dire, de pouvoir aller plus dans le détail sur quelque chose, sur des points spécifiques. Excusez-moi. Il y a les personnes qui vont parler non-stop de leur maladie, qui quelque part, en fait, vont se positionner en vivant à travers leur maladie et qui vont en parler beaucoup. Et puis, comme vous pouvez le voir de par mon activité, on peut dire que j'en fais partie, même si c'est pas suite à l'annonce, mais suite à l'annonce, j'ai été pareil. Et aujourd'hui, après 12 ans, je me rends compte que j'en parle très facilement aussi. Et en fait, le fait d'en parler beaucoup, c'est souvent une manière d'évacuer un certain traumatisme, en fait. Une manière d'en parler. Moi, je sais que quand j'ai été diagnostiquée, j'en parlais à tout le monde. Je n'arrêtais pas, j'étais en état de choc, puisqu'il y a les différentes étapes dont j'ai parlé dans beaucoup de vidéos et que vous retrouvez sur le blog, mais j'en parlais à tout le monde en état de choc et un peu dans le déni aussi. Mais j'allais chercher le pain et à la boulangère, quand elle me demandait comment j'allais, puisque c'est les petits villages où tout le monde se connaît, oh ben ça va bien, mais par contre j'ai été diagnostiquée d'une sclérose en plaques, donc c'est pas terrible, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Bon, évidemment, les personnes en face prenaient ça de plein fouet. Elles ne savaient pas vraiment comment réagir, ce qui est normal. La pauvre boulangère, je ne pouvais pas lui demander de venir me prendre dans ses bras et venir m'entourer. Mais en fait, au-delà de ça, moi, j'en parlais en faisant ça aujourd'hui, avec le recul que j'ai. Le fait d'en parler et de me livrer autant, c'était une manière de rendre l'annonce plus réelle. C'était tellement choquant, en fait. C'était tellement. J'avais 23 ans, c'est tellement une dynamique de choc de me dire, mais mince, alors ça m'arrive à moi là, mais qu'est-ce qui se passe? Que du coup, le fait de l'exprimer, ça me permettait de le rendre plus réel. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, comment vous avez vécu ça, comment est-ce qu'à certains moments, vous avez pu vivre ça. Après, on peut être en état de choc, d'un seul coup, ne rien dire du tout. Et puis, par la suite, au fur et à mesure, on va se mettre à en parler beaucoup plus parce que c'est violent, en fait. Et je ne sais pas si vous le savez, ou en tout cas, dans le milieu dans le milieu psy, on en parle beaucoup, mais quand il y a des gros événements traumatiques, des catastrophes naturelles, des attentats, typiquement, c'est horrible à dire, mais après le Bataclan, c'est ce qui a été mis en place. Beaucoup des accidents de la route, des accidents de vie, quelque chose qui est des gros événements traumatiques de masse, on dépêche toujours des psychologues ou des psychiatres, psychothérapeutes, peu importe, sur place, impérativement, pour que les personnes puissent avoir un endroit pour parler. En fait, quand il y a un événement traumatique, il ne faut jamais aller se coucher là-dessus, aller s'endormir sur cet événement sans avoir eu un espace pour pouvoir en parler. Pourquoi? Parce que c'est toute la dynamique de la psyché humaine qui est faite. On a le niveau conscient, le niveau subconscient, mais surtout on a l'inconscient. Et la nuit, c'est pour ça que la psyché, quelque part, ça se vide un petit peu. Et c'est pour ça que le sommeil est crucial et extrêmement important. Je pourrais en reparler dans d'autres vidéos, mais ce qui se passe, c'est que tout ce qu'on emmagasine, on emmagasine la journée, ça passe au niveau conscient. Et c'est seulement la nuit qu'on a comme une petite voiture balai. Vous savez, comme ces voitures balai qui passent la nuit, qui nettoient les rues. En fait, on a une voiture balai qui vient et qui vient faire ce qu'on appelle le refoulement. Et tout ce qu'on a emmagasine la journée, en fait, ça passe et ça vient
ça vient se mettre en fait dans l'inconscient. L'inconscient, lui, il emmagasine tous ses souvenirs. Et nos souvenirs sont classés en différentes catégories en fait. C'est comme s'il y avait des étiquettes. Ça n'est pas classé de par date. Par exemple, pour accident de voiture, l'inconscient va mettre plusieurs étiquettes. Il y aura voiture, ça peut être la couleur de la voiture, ça peut être camion, ça peut être souffrance, ça peut être pas mal de choses en fait. Il va le mettre dans une catégorie. Ça, c'est à partir du moment où on s'endort, l'inconscient a fait son nettoyage quelque part, fait passer sa petite voiture balai, et hop, tout ça s'est mis en place dans l'inconscient. Et c'est là où les fameux événements traumatiques, que ce soit des viols, que ce soit des événements très choquants qu'on ait vécu, un attentat, etc., des visions de crimes de guerre, enfin de choses terribles qu'on a pu voir. Sur la journée, on peut encore s'en souvenir, mais si on s'endort là-dessus et que la voiture balai passe, ça peut venir se mettre complètement très enfoui dans l'inconscient avec ce qu'on appelle un gros nœud traumatique, c'est-à-dire vous avez le souvenir ici et tout autour tellement d'émotions qui sont emmagasinées que ce fameux nœud-là, on peut l'occulter complètement et l'oublier, définitivement. Alors définitivement oui et non, enfin c'est définitivement pour nous, mais définitivement en quelque sorte jusqu'à ce qu'à un moment ou à un autre la psyché estime qu'on soit prête à le faire remonter. Et alors là, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 2 mois, ça peut prendre 7 ans, ça peut prendre 10 ans. J'accompagne des personnes qui aujourd'hui font ressurgir, et heureusement qu'elles sont accompagnées, qui arrivent dans mon cabinet parce qu'il y a des souvenirs traumatiques qui datent d'il y a 10 ans et qu'il y a eu un petit événement qui a fait que d'un seul coup tout est remonté. Donc, cette partie-là, c'est pour ça, pour dire que le fait de parler est très important et on peut considérer que l'annonce d'une maladie, c'est un événement traumatique. Alors, le fait est que aujourd'hui, on est derrière, vous avez tout l'accompagnement médical, vous avez plein de choses, donc quelque part, le souvenir va pas être entièrement oublié. Mais le fait est que effectivement, suite à ça, il faut avoir un espace pour en parler. Et je rebondis parce qu'en même temps, je viens de voir Joël, ce que tu viens de dire, Joël, que tu déplores que les hôpitaux ne mettent pas en place ces cellules lors d'un diagnostic violent. Ouais, mais les hôpitaux, en fait, c'est là toute la dynamique aussi occidentale quelque part. Au-delà, c'est pas pour juger les hôpitaux, mais chaque médecin, chaque corps, en fait, a sa spécialité. Et quelque part, on a le médecin, le neurologue, quand je parle d'une sclérose en plaques ou n'importe quel autre médecin qui va venir vous poser le diagnostic, on va pas se mentir, il a sa spécialité. Lui, il va regarder au niveau clinique, au niveau physique. C'est pas son rôle d'un point de vue psychologique de mettre un accompagnement derrière. Aussi, Joël, les personnes, souvent quand elles ont ça, il y a un choc et il y a le déni, très rapidement. Dans le déni, c'est je vais bien, tout va bien, et moi tout seul, je vais y arriver. Je ne vais pas mentir, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Jusqu'à ce que des symptômes physiques deviennent de plus en plus durs, jusqu'à ce que l'inconscient commence à bouillonner et que éventuellement à un moment ou à un autre ça finisse par sortir en crise et c'est là où on se dit bah effectivement il faut que j'aille voir le psychologue, le psychothérapeute, il faut que j'aille voir un thérapeute et que j'aille me faire soigner, que j'aille me faire aider, accompagner quelque part. Donc les hôpitaux, ils peuvent proposer, souvent les neurologues, ils vont le proposer en disant bah, ce serait peut-être bien que vous ne soyez pas seul avec ça. Le problème, c'est que la personne, il va y avoir ce qu'on appelle un déni et un côté de je vais être plus fort que la maladie, ce qui est fondamentalement humain, on ne peut pas faire autrement. C'est une manière de se révolter contre cette injustice. Et donc, du coup, quelque part, suite à ça, même si on a des psychologues qui sont prêts et qui sont dans l'hôpital et qui peuvent accueillir ça derrière, souvent, on va avoir tendance à dire, bah là, il faut d'abord que je digère un peu, on verra plus tard. Par défaut, et je le vis en séance, je le vis en cabinet, on ne va voir un psy, on ne va voir le psy que lorsqu'on est au bout du bout et qu'on a l'impression que vraiment là, tout seul, on n'y arrive plus. Mais aller voir un psy, ça demande, malheureusement dans notre société occidentale, ça demande il y a tellement de résistance, il y a tellement de choses, que ce soit par rapport au traumatisme qu'on n'a pas envie de faire remonter, que ce soit par rapport à tout ce qu'il y a derrière, à tout ce qu'on met derrière le fait d'être accompagné par un psy, c'est c'est terrible à dire, mais quelque part, c'est souvent, quand j'accompagne des personnes, je parle toujours de ce fameux petit graphique. Imaginez un graphique avec un pourcentage, un taux de pourcentage. Et en fait, on va commencer, on va dire que on a, allez, 28% de choses qui vont vraiment pas bien
mais on a toujours ces 32% qui vont bien. Donc tous ces 28%, on va faire abstraction et se dire c'est pas grave. On peut commencer à envisager d'aller consulter quelqu'un pour aller vers du mieux, seulement à partir du moment où ce pourcentage commence à dépasser les 30%. À partir de 31, 32, ouais, ça va pas bien. Effectivement, peut-être qu'il faudrait quand même que j'aille en parler. Et en général, on finit par aller voir le thérapeute et aller voir le psy quand on est à 50% de mal-être, généralement. Ou carrément même à 100%. C'est-à-dire qu'on a tellement sombré que là, éventuellement, parfois des personnes qui ont tellement sombré, je dis, moi là, à mon niveau, je n'aurai pas les compétences pour vous accompagner. Il faut peut-être en même temps aller faire un suivi médicamenteux à travers un psychiatre. Il y a des parties qui sont, il y a des parties qui relèvent entièrement de la psychothérapie comme j'exerce. Et il y a des parties qui sont tellement plus lourdes que la personne est, on va dire, à ça de la dépression. Et là, quelque part, juste un courant psychothérapeutique peut accompagner pour parler, mais il faut un suivi médicamenteux dans un premier temps, et pour pas que la personne sombre trop loin. Bah normal, c'est pour les fous. Ouais, bah ouais, je sais. En fait, oui et non. Aujourd'hui, ça devient quand même beaucoup plus ouvert, et ça, c'est un vrai cadeau parce que heureusement que ça devient. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une super série qui est en train de sortir sur Arte, enfin qui vient de sortir. Elle passe à la télé, mais on peut la retrouver en replay sur Arte qui s'appelle En thérapie. Elle est faite, alors je ne me rappelle plus des noms, mais je suis en train de la regarder. Elle est magique elle montre vraiment ce que c'est que le rôle. Moi, je la trouve très intéressante en tant que thérapeute de regarder le positionnement du thérapeute, mais je la trouve fabuleuse. Et ce qui est intéressant, c'est que je commence à avoir aussi des demandes de personnes qui viennent parce qu'elles commencent à regarder cette série et qu'elles se rendent compte qu'en fait, c'est pas la thérapie, ça n'est pas que pour les fous, mais juste pour un mal-être lambda et que ça peut être intéressant d'aller déposer ça pour aller régler quelques petits sujets, quelques petits problèmes. On n'est pas obligé d'aller faire un nettoyage complet, mais ça peut être juste je manque de confiance en moi. Et ah tiens, la thérapie, ça peut aider. Donc, si vous avez l'occasion, regardez cette thérapie, je la trouve magique, je la trouve super. Et puis j'aime beaucoup le positionnement aussi du thérapeute. Dominique, peur d'être jugé. Ah, on y vient, j'y viens juste après, parce que c'est le deuxième cas du fait des personnes qui ne peuvent pas parler de leur maladie. Et effectivement, je suis d'accord. Et parfois, aller voir un thérapeute, c'est la peur d'être jugé. Et c'est là où c'est très intéressant et j'en parle énormément. Et quand j'accueille les personnes dans mon cabinet, que ce soit en cabinet ou en visio, parce que je suis beaucoup de personnes qui ne sont pas sur Montpellier, donc il y a de la visio, c'est justement, cette peur d'être jugé, c'est ça la magie de la séance et de l'accompagnement, c'est que pour la première fois, vous avez un espace où la personne est entièrement dédiée à vous et vous accueille tel que vous êtes. Je veux dire, si on va là-dedans, si on va là-dedans dans ce genre de métier, c'est parce que quelque part, on est au-delà du jugement, on est au-delà de ce que peut être la personne et on l'accompagne telle qu'elle est avec tout. Pour moi, chaque personne, chaque être humain sur Terre a du bon en soi. Même les pires dictateurs, même les pires personnes qui ont commis qui ont commis les pires atrocités, on est en mesure de comprendre et d'aller chercher ce qui va. Attention, comprendre n'est pas forcément excuser, mais si la personne vient, c'est qu'elle est en souffrance et c'est aller comprendre et aller s'intéresser à cette souffrance. Et la souffrance, à partir du moment pour moi où il y a souffrance, il y a forcément en face, il doit forcément y avoir de l'accueil et de la compréhension et de l'accueil de la personne dans ce qu'elle est. Si elle vient voir, c'est qu'elle est là-dedans et qu'elle a ce besoin-là et c'est mon rôle en tant que thérapeute et c'est le rôle de tous les thérapeutes qui existent sur cette planète d'accueillir la personne dans ce qu'elle est et telle qu'elle est. Donc le jugement, pour moi, il n'a pas lieu d'être, en tout cas en séance thérapeutique. Après, la peur d'être jugé peut en venir à ce que je disais, le fameux deuxième type de personnes que je rencontre, que j'ai pu rencontrer. Donc, il y a les personnes qui en parlent non-stop pour pouvoir évacuer ce trop-plein. Et les personnes, et juste avant, bonjour Jean-Noël, je sais que tu m'avais oublié, je sais, on en a parlé. D'où l'idée, et ça revient à tout ce que j'ai dit au début, le fait que je vais sortir de Facebook pour mettre en place ces webinaires à un moment ou à un autre. Joyel, problème avec notre propre image. Et oui, et oui, et oui, ça c'est typique de la sclérose en plaques, cette fameuse image de soi et ce fameux manque de confiance et que le qu'en dira-t-on et le regard des autres. Ah oui, ça on va dire, c'est 80% de ma patientèle. Donc je sais. Et c'est un long chemin. Catherine, Cache et Toledano sur Arte, Quintel.
le panel des patients est un peu agressif tout de même. Ils vont loin, Catherine, ils vont loin, mais en même temps, typiquement, je parlais de gros traumas. Je trouve ça très intéressant, la notion de trauma, parce que pour le coup, quand on est dans un trauma comme ça, oui. Après, je suis d'accord sur le fait que c'est un peu trop agressif. Ça reste une série et il faut faire du public. Donc, on en parle entre nous, entre thérapeutes, pour dire que effectivement, on n'a pas ça tous les jours non plus, hein, on va pas se mentir. On en a, ça peut arriver. Ça peut arriver d'avoir des personnes qui sont dans des souffrances terribles et qui vont l'exprimer de cette façon-là. Et c'est pour ça que je parle de l'accueil thérapeutique et d'accepter la personne entièrement dans ce qu'elle est. Parce que quand une personne vient et qu'elle est dans cette agressivité, c'est qu'elle a beaucoup de choses à décharger et c'est ça qu'il faut entendre avant toute chose. Après, tout le monde n'est pas comme ça. Je suis d'accord pour dire que ça reste grand public là-dessus. Mais bon, l'idée c'est de regarder la série avec un petit peu de recul et de regarder ça. On n'est pas que sur ce terrain-là non plus. Et donc du coup, comme je disais, je m'éparpille toujours, j'aime beaucoup les lives parce que je parle toute seule. Comme je disais, du coup, la deuxième dynamique que j'ai de personnes, et ça rejoint ce que tu dis, Joël, avec le problème de ta propre image, et ce qu'il y avait un petit peu plus haut que Dominique, tu disais aussi par rapport à cette peur d'être jugée, c'est les personnes qui n'arrivent pas à en parler. Donc en premier, on a les personnes qui en parlent beaucoup, ça permet d'évacuer le traumatisme, et comme je vous ai expliqué, heureusement, c'est très bien aussi. Et il y a les personnes qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à communiquer autour de leur maladie, qui n'arrivent pas à le dire, qui n'osent pas le dire à leurs proches. Premièrement, ça vient effectivement toucher cette fameuse peur d'être jugé, parce que se parler, se raconter, ça vient parler de l'estime de soi aussi. Ça vient, est-ce que j'ai la place d'aller oser me dire, d'aller oser me raconter? Est-ce que j'ai la place? Il y a les personnes aussi qui n'en parlent pas parce que quelque part, elles vont se cacher derrière en fait, si jamais je le dis, je vais faire de la peine à mes proches. Oui, aujourd'hui, sauf que moi, je suis là pour parler de la personne en question et non pas des proches. Les proches, ils gèrent leur douleur à leur façon, mais c'est en gros, est-ce que c'est vraiment la peur de faire la peine à nos proches ou est-ce que c'est la peur d'aller contacter sa propre peine et son propre chagrin? Et en fait, effectivement, c'est principalement, on va dire, en dehors de ça, de cette notion de faire la peine aux proches, ça reste principalement la honte qu'on a d'être touché par une maladie, la honte et la peur d'être vu différent, la peur d'être mis, en fait, d'être relayé au banc de la société. Si j'ai cette maladie, alors forcément tout le monde va me regarder soit avec pitié, avec commisération, soit en fait on va me voir comme quelqu'un de différent. Et en général, c'est le genre de choses qu'on a quand on est déjà, nous, pas très à l'aise avec notre estime personnelle et notre image de soi. On a déjà du mal un petit peu avec ça. Alors en plus, si en plus de ça, on vient rajouter une maladie, et après, bon, là, dans le coup, j'ai tendance, moi, à dire que souvent, les maladies, elles viennent aussi se mettre en place parce qu'on a déjà une mauvaise image de soi. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais ça, c'est une vision très, très personnelle et une approche un petit peu extérieure de la maladie. Et ça, c'est hors sujet aujourd'hui. Mais effectivement, ça vient, le fait d'être touché, d'être en quelque sorte diminué. Là, ça parle aussi beaucoup de personnes qui peuvent, par exemple, être très sportives, qui peuvent être très actives dans un travail. On est diminué, effectivement, quand on est touché par une maladie, on est diminué. Et c'est là où le bas blesse, en fait. Et du coup, c'est là où, quelque part, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas en parler. On va pas oser se dire complètement et oser tout simplement dire les choses. Aussi parce que quelque part, ça rend l'annonce et ça nous rend le diagnostic réel. Ça rend les choses, ben voilà, ça y est, là aujourd'hui, si je le dis aux autres et qu'ils me regardent avec pitié ou avec tristesse, ben voilà, ça y est, c'est réel en fait. Alors que tant que je le dis pas, quelque part, ben, j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait vrai, que les personnes ne le ressentent pas. Mais surtout, il y a quelque chose quand même que je tenais vraiment à souligner, c'était le but de la vidéo que j'ai faite et le but de ce live. Il y a quand même quelque chose que je tiens à souligner qui est dans le fait de ne pas parler de sa maladie, parfois de ne pas oser la dire, c'est la peur de ne pas être compris et la peur de quelque part de pas être entendu dans ce qu'on est et de ne pas s'être senti compris par notre entourage. Et donc, par conséquent, en fait, le pire scénario, ce serait encore pire du pire que de voir de la pitié, ce serait d'exprimer le fait qu'on ne va pas bien et d'avoir un retour négatif de l'entourage qui ne nous comprend pas et qui va nous renvoyer des arrête de te plaindre, t'as toujours quelque chose de travers.
ça vient appuyer, c'est là où tout est lié à chaque fois, ça vient appuyer sur l'image de soi, de bon, ben en fait, je vaux rien, je suis pas reconnue, même mon entourage proche n'entend pas ce que j'ai, n'entend pas que je vais mal. Et donc, du coup, après, ça peut mettre en place des communications qui vont être biaisées où on va se retrouver à n'exister qu'à travers la plainte. On va chercher tellement à attirer l'attention de notre entourage qu'on va être là tout le temps, oh, mais j'ai mal là, et puis là, ça va pas, et puis aujourd'hui, vraiment, puis je suis fatiguée. Et de fil en aiguille, on n'est pas bien parce qu'on se sent pas entendu. Et du coup, derrière, parce qu'on se sent pas entendu, au fur et à mesure, et ben, du coup, on va essayer d'en rajouter, hein, quelque part, pour attirer l'attention. Mais regarde-moi, j'existe. Là, je souffre, je suis mal, regarde-moi, fais attention à moi. Et donc, quelque part, on ne parle pas ouvertement de la maladie, mais on va se mettre à exister par des tonnes de petits symptômes autour, par des tonnes de petites choses pour que la personne et que l'entourage puissent nous entendre. Alors qu'en fait, malheureusement, parfois, le fond du problème et le nœud du problème, il est tout simplement qu'on n'arrive pas à exprimer qu'au-delà de la maladie, au-delà de tous ces symptômes, peut-être que la chose dont on aurait réellement besoin, c'est tout simplement d'avoir un petit peu d'attention de notre entourage. Peut-être qu'il y a un manque d'amour quelque part. Peut-être qu'on ne se sent pas assez soutenu. Peut-être qu'on ne se sent pas assez valorisé. Peut-être qu'on est avec un conjoint qui est pris dans sa vie et qui ne fait pas trop attention à nous. Et donc voilà, on n'ose surtout pas parler de la maladie, mais par contre, on va mettre plein de petites choses autour. On va se plaindre, ah, je suis tellement fatiguée ce matin, c'est tellement difficile. Puis en fait, le conjoint, lui, il va pas l'entendre. Lui, il va entendre que vous êtes fatigué une fois de plus par rapport à les 10 autres fois, etc. Donc du coup, ça va être oui, bah là, je peux rien faire. Donc hop, il va fuir. Et donc, je dis le conjoint, ça peut être le parent, ça peut être les amis, ça peut être, voilà, les amis, ils sont dans leur vie, dans leurs propres problématiques à eux aussi. C'est là où il y a deux choses. Première chose, et oui, je prêche par ma paroisse d'une certaine façon, et en même temps, peu importe, je veux dire, vous êtes libre de faire comme vous le sentez. En premier lieu, il y a ce côté qui reste quand même hyper important, qui est de pouvoir avoir un espace où se confier, un espace où justement il n'y a pas de jugement et où vous, pour pas avoir l'impression que vous appuyez trop sur vos conjoints, sur toutes les personnes autour, un espace où vous avez pleinement la possibilité de déposer les armes et de pouvoir venir vous plaindre, dire tout ce que vous avez gros sur la patate. Vous pouvez pas vous imaginer, et je l'ai vécu en tant que patiente à une époque, je l'ai vécu en tant que dans tout le suivi, ou parce que avant d'être thérapeute, j'ai fait des années de thérapie à titre personnel par rapport à la maladie, par rapport à d'autres sujets. Aujourd'hui, en tant que thérapeute, je suis en supervision, donc moi aussi, je suis encore suivie en thérapie pour pouvoir déposer, parce qu'un un thérapeute doit pouvoir aussi déposer. On le voit très bien dans la série, où à un moment ou à un autre, il va parler lui aussi bah, de tout ce qui traverse à d'autres personnes. Donc du coup, pour le vivre, vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça fait du bien parfois d'avoir juste un endroit où pendant 1 heure, on peut parler et que de soi et dire tout ce qu'on a à dire. Vous videz votre sac. Et en fait, c'est ça le rôle du thérapeute. C'est juste d'être là pour accueillir tout ce que vous avez à dire, ce qui s'appelle l'écoute active. J'écoute pleinement la personne, on écoute pleinement, on est là pour accueillir entièrement tout ce mal-être et tout ce que cette personne a besoin d'aller déposer, avec active, parce que ben, on rebondit sur ce que la personne dit, on reformule pour aider la personne à prendre de la hauteur sur ce qu'elle dit. On est là pleinement, on est pleinement, pendant 1 heure, on est entièrement dédié à vous. Ça, du coup, ça permet déjà de pouvoir prendre un moment pour peut-être avoir vraiment un endroit où on sait qu'on a la place. Là où parfois on a l'impression qu'avec notre conjoint, notre famille, nos amis, il n'y a pas la place et du coup, en fait, on se sent tout crispé, tout noué parce qu'au fond, on a tellement de choses à dire, on a tellement besoin de parler, mais il n'y a pas l'espace autour. Les personnes sont dans leur vie, n'ont pas l'espace ou ne peuvent pas être H24 dédiées à ça pour nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça reste très souvent on va pas se mentir, il y a le fait d'avoir besoin de dire les choses, le fait d'avoir besoin de parler, de se déverser, mais que souvent, en fait, comme je disais, à travers la plainte et à travers la manière de parler, on ne va pas dire réellement notre réel besoin. Alors c'est là où la thérapie, à travers l'écoute active, peut aider à comprendre, mais en fait, au fond, derrière, à travers toutes ces je suis fatiguée, je suis ceci, je suis cela, qu'est-ce que je cherche à dire en fait? Au fond, qu'est-ce que j'ai réellement, de quoi j'ai réellement besoin en fait? Est-ce que j'ai besoin que juste que la personne entende que je sois fatiguée? Bah, elle va me dire oui, bah, va dormir, va te reposer, c'est pas grave, éventuellement je vais tout faire à la maison et va te reposer. Mais en fait, derrière ça, il y a souvent une demande cachée. C'est là où ce qu'on appelle toujours, et il y a des outils pour ça, et j'aimerais un jour ou l'autre
mettre en place un véritable accompagnement là-dessus qui va être comment communiquer. Quelle est la demande manifeste que vous allez faire en face? Bonjour, oui, je suis très fatiguée. Entends-moi, je suis fatiguée. Mais la demande cachée, elle est quoi? La demande cachée, souvent, c'est, ben en fait, j'ai besoin d'un petit peu d'attention de ta part. J'ai besoin que tu m'entendes. Là, je me sens un peu seule avec ce que je traverse. J'ai besoin tout simplement d'être pris dans tes bras. J'ai besoin là maintenant. En fait, je viens te voir en te disant que je suis fatiguée et me plaindre de tous mes symptômes. Mais en fait, là, ce que j'ai besoin, c'est de réconfort. Je me sens hyper triste. Je me sens très démunie. Je me sens perdue dans ma vie et j'ai besoin juste que tu me prennes dans tes bras et que tu me dises que tu es là pour moi et que tu, et que tu me soutiennes et que voilà, j'ai besoin de me sentir accompagnée, épaulée. Après, le reste, les symptômes, bah ouais, tu peux rien faire pour moi, c'est sûr. Après, je vais aller voir mon médecin, mon ceci, mon cela, pour voir qu'est-ce que je peux mettre en place. Mais j'ai besoin de sentir que j'ai une présence, parce que c'est trop lourd à porter pour moi tout seul. C'est trop difficile, je souffre. Vraiment, je me sens très triste, très démunie, et j'ai juste besoin de ça. Et si on est très au fait avec sa demande, bah, peut-être que la personne peut plus l'entendre que je suis fatiguée. Je suis fatiguée, la personne va dire bah, je ne sais pas quoi faire. Alors que j'ai besoin là d'un gros câlin, que tu me prennes dans tes bras et que tu sois proche de moi et que vraiment là j'ai besoin d'évacuer quelque chose. Peut-être que la personne, là déjà en plus, la personne va se dire ah bah ça je sais faire, ça je peux faire. Ça peut être de façon et se mettre en place de façon beaucoup plus fluide. Vous seriez étonné. Catherine, je suis entièrement d'accord avec toi, on comprend bien la difficulté de s'exprimer, et oui. En parler, ça permet aussi que l'autre comprenne mieux, tout à fait. Noël, je te confirme, c'est très dur à gérer, j'ai toujours cru que je me foutais de l'image que je renvoyais, en fait, totalement pas. C'est là où c'est rigolo. Et au contraire, plus on est sûr de se dire que j'en ai rien à faire des autres, en général, c'est une jolie protection et une jolie résistance, parce qu'au final, en fait, on a vraiment envie, au contraire, que les autres le font. Bref, c'est voilà, ce qu'on appelle résistance. Joyelle, au bout de 30 ans, j'ai réussi là-dessus. L'image que tu as de toi n'est pas seulement l'autre que a. Mais en fait, l'image que tu as de toi et celle que l'autre a, c'est celle que tu vas bien vouloir lui donner. Et souvent, on met des tonnes d'artifices en étant persuadé que l'autre va comprendre ce qu'on veut dire. Et d'ailleurs, après, on s'énerve en disant on se comprend pas et personne, et puis tu m'aimes pas, etc. Alors qu'en fait, en soi, c'est déjà nous, on n'est pas au clair avec cette fameuse demande cachée qu'on a. C'est là où c'est tirer le fil. S'aime-t-on déjà assez soi-même? Alors, vaste sujet, le fait de s'aimer soi-même. Moi, je dirais, au-delà de l'amour de soi, oui, c'est un véritable sujet et de toute façon, c'est ce que je disais, c'est ce qui amène 80% de mes demandes en consultation. Pour s'aimer, il faut d'abord se connaître. Et je trouve qu'il faut d'abord prendre le temps de dérouler ce fil, d'amener la personne petit à petit à se connaître, à savoir qui elle est, comment elle fonctionne, pour après remettre de l'amour dessus. Et à la base, c'est s'aimer, c'est la dernière étape. Il y a se connaître, prendre pleinement conscience de qui on est, comment on fonctionne avec ses qualités, parce que bien souvent on a tendance à les oublier celles-là, mais Dieu sait qu'on en a. Ses défauts, parce que oui, mais c'est pas si grave, tout le monde en a, mais à partir du moment où on va les regarder, accepter de regarder ses défauts, accepter d'aller se regarder dans tout ce qu'on est, c'est ce que Gustav Jung, qui fait plein de citations que je vois partout défiler sur les réseaux, dit, c'est aller regarder son ombre. On va regarder son ombre, on va la regarder et on va l'accepter. Donc c'est se connaître, se découvrir à travers souvent un travail thérapeutique, se connaître pleinement sur toutes les facettes, s'accepter sur toutes les facettes, et là alors on peut parler d'amour de soi. Et ironiquement, souvent quand on vient me voir en thérapie, c'est j'aime pas ça de moi, je veux tout changer. Alors déjà, non, on ne change pas qui on est. On va d'abord travailler à découvrir qui vous êtes réellement. À partir de là, parce qu'on a compris et découvert qui vous étiez, on va apprendre à accepter. Et c'est à partir du moment où on accepte pleinement qui on est que d'ailleurs, parce qu'on a arrêté d'être en résistance contre qui on était, de se battre contre qui on est, ou de tout faire pour être différent, ce qui est une vaste perte d'énergie, de tout faire pour être différent, que parce qu'on est entièrement apaisé avec qui on est, quelque part on est en amour de soi, et que là du coup, ben, il y a des choses, on va commencer à se mettre à changer. Ces choses qui nous paraissaient si horribles de nous, qu'on détestait, ben en fait, à force d'avoir cessé de se battre contre elles et de les avoir intégrées, de les avoir acceptées, ben, petit à petit elles vont se modifier. Au final, elles nous dérangent même plus, mais elles se modifient. Je peux vous donner des exemples après à titre personnel de certaines choses.
Joyelle réussit à travailler un peu là-dessus. Ouais, c'est un vaste sujet. Et Jean-Noël, j'y travaille. Et oui. Ton tel est déchargé. Te connecte sur notre compte. Pas facile en tant qu'homme. Eh oui, bah oui, la société, elle en demande beaucoup aux hommes. Beaucoup, beaucoup. Aux femmes aussi, d'une autre façon. Mais oui, c'est un autre sujet. De toute façon, mon travail, c'est la même chose en fait. C'est juste qu'on soit un homme ou une femme, c'est exactement la même dynamique. Il faut juste trouver le poids. Duam Pika, cela est super, je suis une nouvelle à votre écoute. Et ben avec grand plaisir. Comme je disais au début du live, on en reparlera. Je suis pas sûre de trop continuer sur Facebook, même si je vais faire, mais je vais essayer de mettre en place une autre dynamique de live et de webinaire. Du coup, je vais mettre le lien pour vous connecter à ma newsletter et pour donner les nouvelles, comme ça on pourra se retrouver plus facilement. Jean-Noël, encore de l'orgueil. Ah, ça me fatigue d'entendre ces histoires d'orgueil. Les personnes qui me disent, qui viennent et qui sont en désamour, c'est mais attention, hein, je veux bien m'aimer, mais je veux surtout pas basculer dans un côté narcissique, hein, à être orgueilleuse et puis m'aimer moi, etc. Attention, être en amour de soi, c'est pas le oh, je suis la meilleure, moi, qu'est-ce que je suis géniale. On n'est pas là-dedans. Être en amour de soi, c'est prendre conscience entièrement de ce qu'on est. Les narcissiques et les personnes qui ont une haute image d'elles-mêmes, vous seriez étonné de savoir qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est une jolie carapace pour donner le change et pour pas les contacter, ceux qui en fait on aime vraiment, vraiment pas. Donc ça reste toujours le même truc. L'orgueil, l'orgueil c'est un manque d'amour de soi. C'est une manière, une fois de plus, de pallier et de pas les regarder. Mais attention, l'orgueil est un grand mot. Il faut être orgueilleux. Il faut. Ce que j'appelle orgueil, c'est connaissance de soi, respect de soi en fait, tout simplement. Or, être orgueilleux, c'est-à-dire connaître ses limites, savoir les respecter et les faire respecter aux autres. Là, on ne va pas, c'est mon territoire. Ouais, je suis orgueilleux, ça, je défends ça. C'est mon territoire. Mais c'est pas avoir un ego démesuré en fait. C'est juste être en phase avec soi et tout simplement bien se connaître et poser ses limites pour que les autres ne viennent pas impacter, venir chercher et tout ça. On n'est pas dans un ego démesuré. On a tendance à confondre amour de soi, orgueil et ego. Et non, non. L'ego, c'est la juste valeur de je suis qui je suis avec mes qualités, mes défauts. Oui, il y a des endroits où je suis vraiment pas terrible. Bon, bah, j'accepte. Ok, bah, je suis pleine de défauts. Je suis thérapeute. Je travaille sur moi depuis des années et des années et j'ai des tonnes de défauts. Typiquement, je suis hyper, hyper bavarde, mais dans toutes les conversations, souvent, je parle et je prends beaucoup d'espace. Regardez, là, dans les lives, c'est parfait, ça donne, ça serait bien. Mais oui, et en même temps, ben, j'ai accepté ça. J'accepte ça, je sais que j'ai cette personnalité, j'en fais une force dans des événements comme ça, comme des lives, dans des conférences, quand je fais des accompagnements de groupe. Par contre, dans mon cabinet, non. Là, je sais que je pêche, c'est quelque chose ou non, ce n'est pas mon espace, donc c'est la personne qui parle, donc dans ces moments-là, je me tais. Et quand je suis en communauté avec des amis, chose qu'avec le Covid, de moins en moins, mais quand je suis en communauté avec des amis, parce que j'ai cette conscience-là, que je me connais, bah, je fais attention. Je me dis, tiens, là, hop, tiens, je vois que là, je prends beaucoup de place, je vais laisser un petit peu, me mettre un peu en recul et puis laisser les autres parler. C'est pour laisser. Puis du coup, à des moments, je me rends compte que j'ai beaucoup parlé. Je me dis, hop, ah, là, tiens, je vais aller. Et puis, et toi, comment tu vas aujourd'hui? Parle-moi de toi. Et je fais attention, du coup, à ce libre-échange parce que j'ai pris conscience et que je suis pas en train de me dire, oh, faut surtout pas que j'arrête, faut que j'arrête de parler, faut que j'arrête de parler. J'ai essayé ça à une époque, ça n'a pas marché. La fois d'après, je parlais encore plus. Or que là, non, bah, c'est juste, c'est j'accepte. Et plutôt que de mettre le curseur, je fais tout pour ne pas être comme ça, donc je me bats complètement contre ça, ou je me laisse couler, je fais que ça, que parler. Bah non, en fait, j'essaye de mettre le curseur au milieu. Je sais que j'ai cette tendance, je regarde, bon, bah à des moments, je me laisse aller parce que j'adore ça. Et puis à des moments, bah non, je laisse la place aux autres, je me mets en recul en disant, bah là maintenant, c'est aux autres de parler. Je laisse les autres parler, puis je les laisse prendre la place, puis et puis voilà, c'est une manière de fonctionner en fait. C'est juste le fait de se connaître, savoir comment on fonctionne pour mettre les curseurs au bon endroit. Dominique, un peu de réconfort, juste un câlin, une écoute. Et ouais, mais parfois on a tendance à oublier qu'on a besoin de ça. D'où le fait qu'on va l'exprimer de plein d'autres façons. Je réalisais surtout au côté câlin. Oui. Ah oui, l'orgueil pour ne pas oser demander un câlin. Eh ouais, mais tu sais, parfois la personne en face, elle est d'accord, surtout la compagne, les enfants, ils attendent que ça, parfois, ils ont besoin de ça. En fait, ils sont tellement démunis par rapport à une maladie, ils savent tellement pas quoi faire
que typiquement, le fait de dire bah, j'ai juste besoin d'un câlin, c'est oh, mais enfin, c'est quelque chose que je peux faire. Je peux être là pour toi par rapport à tout ce que tu traverses. Ça, je peux faire. Moi, typiquement, c'est ce que j'ai avec mon mari, qui parfois, dans des moments où ça a été difficile ou dans des moments où c'est difficile, qui ne sait pas quoi faire et qui c'est insupportable pour lui. Je fais, ben, en fait, j'ai juste besoin là de te sentir présente. Voilà, prends-moi dans tes bras, c'est à moi fort. Et puis du coup, mais mon mari, pour lui, c'est hyper intéressant. Il sait qu'il peut faire quelque chose, en fait. Il a la main pour faire quelque chose. Le reste, je me gère. J'ai mon thérapeute, enfin, ma thérapeute, c'est une femme. J'ai ma thérapeute pour aller éventuellement déposer. Au fur et à mesure, j'ai appris à développer plein de compétences pour m'aider moi-même par rapport à des choses. Je sais ce que je dois utiliser pour me faire du bien quand ça va pas, si j'ai des petits problèmes physiques, etc., de par ma sclérose en plaques. Mais je demande pas à l'autre de me sauver, je peux moi m'aider moi-même. Par contre, à des moments, oui, ben, j'ai besoin de présence de l'autre, j'ai besoin de quelque chose. Et du coup, je vais oser le dire. C'est oser le dire, c'est là où l'orgueil passe. Le fait de parler de la maladie permet aussi de se comprendre mieux, exactement. Je suis bien d'accord, mais il faut savoir en parler. Et c'est là où parfois le bas blesse. Pas l'orgueil, je trouve pas le mot. Bon, bah alors du coup, il faut que je lise tous les messages avant de rebondir sur les tiens. La peur du regard de l'autre nous fait mal utiliser les mots, j'ai l'impression. Oui, mais c'est tout est relié. La peur du regard de l'autre, ça parle déjà de la peur du regard qu'on a nous envers nous-mêmes. On a peur du regard de l'autre parce que déjà nous, on n'est pas assez assuré dans ce qu'on est. On n'est pas assez dans la confiance envers nous. C'est typiquement si je m'aime, si je suis bien avec moi-même. Quand je dis m'aimer, c'est pas le l'ego démesuré, c'est je sais qui je suis, j'accepte qui je suis pleinement, avec mes qualités, mes défauts, et je vis avec, et j'accepte pleinement tout ça. Et donc, du coup, oui, quelque part, j'aime la personne que je suis, intégralement. Et à partir du moment où je suis là-dedans, je vais attirer des personnes qui peuvent me donner de l'amour, parce que moi, je sais m'en donner quelque part. Et donc, du coup, j'ai pas peur du regard de l'autre, j'ai pas peur de ce que je vais renvoyer, parce que je suis OK avec moi-même. Et donc, du coup, je suis plus à même, parce que je me connais, de communiquer sur ce dont j'ai besoin. Et je sais comment dire les choses, je sais ce que je peux dire et jusqu'où aller je peux aller avec les autres. Ah, je me reconnais bien là, n'est-ce pas, Dominique? Ah, j'ai perdu cette notion d'écouter l'autre. Alors, l'écoute de l'autre, c'est un vaste sujet. En soi, aujourd'hui, notre société ne nous apprend pas ça. C'est triste à dire, mais notre société ne nous apprend pas à écouter l'autre. Notre société est de plus en plus dans un univers individualiste pour la simple et bonne raison que si on regarde les news, si on regarde tout, aujourd'hui, on est dans un régime de peur. La peur est partout. Et le Covid est venu, déjà qu'on avait peur sur beaucoup de choses, le Covid est venu exacerber ça encore plus que tout. Donc on est bouffé par la peur. Qui dit peur dit forcément individualisme. Si j'ai peur, je dois forcément me recentrer sur moi, me retourner entièrement sur moi et tout faire pour moi quelque part survivre. Donc, à partir de là, si on est dans la peur, comment on peut, et qu'on est forcément relié à soi et forcément complètement replié sur soi pour se protéger, et c'est humain, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est humain, c'est normal. Comment on peut après s'ouvrir à l'autre et aller vers l'écoute de l'autre? Déjà, c'est un véritable métier d'écouter l'autre. Pour le coup, entre l'époque où j'ai commencé le blog, où j'avais envie d'être là dans l'accompagnement, dans plein de choses, si je me suis rendu compte à partir du moment où je me suis formée, ça fait 3 ans que je me forme et j'ai pas fini, que en fait, bah, je savais pas écouter. C'est un vrai métier, c'est une vraie dynamique. Écouter l'autre, c'est écouter, c'est accueillir l'autre dans ce qu'il est sans aucun jugement, c'est mettre complètement de côté tout ce qui nous concerne, parce que si j'accueille l'autre et si je suis là pour l'autre, moi, je me mets complètement de côté. C'est pas y aller avec ses propres conseils de ah, mais tu fais comme ça, bah attends, moi aussi. Non, en tant que thérapeute, on ne fait absolument pas ça, parce que c'est l'espace pour la personne. C'est une heure qui est entièrement dédiée à la personne. C'est pour ça que ça se paye quelque part, parce que pour que la personne ne se sente pas comment dire, à charge de revanche ou se sentent pas redevables de quelque chose. C'est ça aussi qui libère à travers les espaces thérapeutiques, c'est que parce qu'on a quelqu'un en face qui est pleinement là pour nous et qui est entièrement dédié à nous, ben, parce qu'on paye pour ça, alors là, du coup, on peut se livrer complètement. Que quand on est avec des amis, à chaque fois, même moi avec mes amis, il y a un moment où je me dis, bon, bah là, je me suis beaucoup livrée sur mes problèmes. Et derrière, après, on se sent pas très bien. Ouais, elle est tellement là pour moi, elle fait tellement, il faut bien que je fasse quelque chose en échange. L'échange n'est pas fluide. Il y a quelque chose qui est coincé en fait là-dedans.
Donc du coup, cette notion d'écouter l'autre, c'est l'empathie, c'est la bienveillance et oui, effectivement, c'est le faire, mais en sachant le faire pas à son détriment, en quelque sorte. Mais bon, après, il y a des personnes qui savent faire ça, qui savent écouter. Il y a des personnes qui savent moins parce qu'elles sont plus repliées sur elles. Il y a des personnes qui ont besoin de parler. Et puis en même temps, pour en revenir, on est à même d'écouter l'autre une fois que nous, on a eu la possibilité de dire tout ce qu'on avait à dire. Donc c'est aussi pour ça qu'un thérapeute est forcément en supervision parce que quelque part, il faut d'abord avoir réussi à décharger tout ce que nous, on a à dire pour être en mesure d'être pleinement là pour l'autre et pleinement écouter l'autre. Donc Nouni, si Nouni c'est ton prénom, c'est c'est toute une position de vie, je dirais. C'est compliqué à expliquer, mais c'est beau. En fait, de toute façon, la notion d'écoute de l'autre, ça reste l'empathie, ce qu'on appelle l'empathie. Et en soi, beaucoup de personnes ont de l'empathie et de la bienveillance et cet élan du cœur, en fait, d'avoir envie d'être là pour l'autre, mais pas au détriment de soi. C'est là où il faut faire attention. Luna, merci, je t'en prie. Juste un petit peu, Jean-Noël, c'est vrai. Alors du coup, ça fait 4 minutes, je sais pas sur quoi tu répondissais. Soleil, Soleil, bonjour. Tu m'avais donné ton prénom la dernière fois, je me rappelle plus. Ça m'est sorti de l'esprit. Je suis désolée. Mais j'adore Soleil, Soleil, donc ça va très bien. La neutralité d'écoute. Et ouais, la neutralité d'écoute. Savoir donner la place à l'autre et se mettre soi pendant quelques temps en distance. Et voilà. Ça va être la fin de ce live qui aura duré, à chaque fois je me dis que je dure une demi-heure. Il y a des fois où j'arrivais pas, puis là ça fait 1 heure. Mais c'était super. Franchement, je me suis régalée avec vous. J'ai adoré vos questions. Je trouve ça hyper intéressant la manière dont vous participez, comme vous rebondissez, parce que oui, en fait, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est tellement juste et ça parle aussi tellement du besoin que vous exprimez. Donc c'était un très très beau live. Et je vous remercie beaucoup. Et puis, bah, de toute façon, toujours autour de la communication, je vous retrouve vendredi prochain, puisqu'on est, ce mois-ci, bah, tout le mois de février est autour du thème de la communication, donc on pourra en revenir. Et le mois prochain, c'est les idées clés, que j'en ai un petit peu énuméré quelques-unes, mais on ira plus loin sur la notion d'idées clés, parce que j'en ai quelques-unes que j'aimerais commenter avec vous, en fait, et on va beaucoup revenir sur cette notion de ce qu'on n'arrive pas à dire, mais qui, en fait, et enfin cette fameuse demande cachée en fait. Et donc ça c'est le thème du live de la semaine prochaine. Et à la fin de la semaine, on parlera de la notion de la communication non verbale. Parce que je vous ferai un exemple parce que j'adore ces exemples. La notion d'être la notion de communication non verbale qui est exactement 70% de notre communication. C'est-à-dire que si là, je vous dis que je suis très heureuse d'être là et que je fais une tête déplorable, je suis super heureuse d'être là. Mais vraiment, tellement heureuse d'être avec vous. Enfin bon, voilà. Enfin, non, c'est vraiment super de vous voir, quoi. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué de le faire en visio, mais ça vous donne on va dire, si on regarde le non-verbal qui est exprimé par le visage, je pense que si j'avais fait tout le live avec ce visage-là, je pense que vous auriez tous déconnecté en vous disant franchement, j'ai pas du tout envie de rester. Ce qui est logique. Donc voilà, on parlera beaucoup du non-verbal parce que dans la manière de demander quelque chose, il y a un positionnement et une manière de le faire aussi. Et c'est ce qu'on appelle intégrer entièrement et être pleinement dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Karima, oui, c'est vrai, effectivement. Tu l'avais dit sur le coup, là, j'avais un trou. Donc, bah, bonjour Karima. Et puis, bah, tu arrives sur la fin, je suis désolée, mais tu pourras le retrouver en entier. Et donc, voilà, je vais vous mettre la page d'abonnement là directement là, dans les commentaires pour la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner. Bon, il y en a peut-être que certains d'entre vous sont déjà abonnés au blog. Non seulement vous recevez les articles de blog, les articles, les vidéos, un petit peu tout ce que je mets sur Facebook, mais qui est complètement filtré aujourd'hui sur Facebook. Et ensuite, je pense qu'à un moment ou à un autre, je vais enfin, je vais mettre en place pour des webinaires comme ça qui sont aussi longs et prendre vraiment le temps de débriefer sur des notions et de répondre complètement aux questions. J'aimerais passer par un autre outil à un moment ou à un autre. Et peut-être que sur Facebook, ce sera des trucs un petit peu plus courts. Mais on en reparle. La semaine prochaine, c'est sur Facebook.
Autre point, oui, que j'ai dit en début de vidéo, j'ai eu beaucoup de remontées en privé sur des échanges de personnes qui me disent qu'elles ne voient pas ce que je publie. Si vous avez envie, si vous le souhaitez, il faudrait sur ma page Facebook, indiquer que vous souhaitez recevoir toutes les notifications et tout ce que je publie. Alors, je publie pas H24, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être noyé, mais c'est comme ça que vous pouvez ne pas louper les différents posts que je mets avec les vidéos, les exercices que je donne aussi entre chaque post. Bon, de toute façon, l'idée à un moment ou à un autre va être de sortir de Facebook et je parlerai par la suite de la notion d'accompagnement sur du plus long terme et en groupe parce que j'adore cette dynamique de groupe. Et là, quand je vous vois tous interagir ici, je trouve ça fabuleux tout ce qu'on peut faire quand on est à plusieurs et l'avancée que ça peut amener. Donc voilà, on en reparlera par la suite. Et Justin, merci Lisa, je rebondissais sur le fait d'être bavarde. Pour des événements comme ça, le fait d'être bavarde, ça sert, je vous l'accorde. Il vaut mieux pas heureusement que je ne suis pas de nature introvertie, qui n'est pas du tout un jugement parce que la nature introvertie a de grandes qualités que l'extraverti n'a pas. Mais là-dessus, effectivement, c'est bon aussi. Tout est beau, tout est beau. Tout ce qu'on voit comme nos défauts, tout a du bon en fait. Tout a du bon quelque part. Très belle journée Nouni, belle journée du coup Karima, belle journée à Dominique, merci beaucoup à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'y travaille. Vous avez 3 petits points en cliquant ci-dessous si vous choisissez la fréquence des notifs. Merci beaucoup Jean-Noël, tu t'y connais mieux que moi là-dessus. Je vous envoie pour la newsletter tout de suite dans la foulée et puis je vous souhaite une très belle fin de vendredi, un très bon week-end et on se retrouve vendredi prochain à la même heure à 11h30 pour aller plus loin sur la communication une fois de plus. Je vous embrasse tous, très bon vendredi. Au revoir.